Ma belle-mère brûle les affaires de mon fils parce qu'elle pense qu'elles sont maléfiques, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle pensera de mon avocat quand il lui enverra une facture de 10 000 $. Je ne sais même pas par où commencer. Ma belle-mère a toujours été un vrai cauchemar, et à ce stade, je ne la supporte tout simplement plus. Désolé si je me perds un peu, mes pensées sont un peu confuses, mais je vais essayer de rester clair. Je suis une femme noire de 37 ans, mariée à un homme blanc, Chris, qui a 42 ans. Nous sommes ensemble depuis 10 ans et mariés depuis 7. Mon mari est un homme formidable, aucun doute là-dessus. Mais je ne peux pas en dire autant de ma belle-mère, Margaret. Elle est tout sauf une bonne personne. Elle a un problème avec ma couleur de peau. Elle n'est pas ouvertement raciste, c'est plus sournois que ça. Plutôt que de faire des remarques directes, elle préfère les piques passives-agressives pour exprimer son mépris envers mon apparence. Elle faisait souvent des compliments à double tranchant sur mes cheveux ou ma cuisine, et elle me demandait constamment de lui enseigner ma culture, toujours sur un ton condescendant. C'est une femme pathétique. Depuis que j'ai commencé à fréquenter Chris, elle m'a toujours regardé avec dégoût. La première fois qu'il m'a emmené chez elle, Margaret a été choquée que son fils soit amoureux d'une femme aussi noire. Elle a dit, quand Chris m'a parlé de tes origines, je pensais que tu serais un peu moins foncé. Mais au final, tu es, enfin bref, tu es belle, non? Puis elle a éclaté de rire comme si c'était une blague. Je me souviens de ces mots exacts, encore aujourd'hui, c'était tellement humiliant. Pendant qu'on discutait, je me suis rendu compte qu'elle n'arrêtait pas de fixer mon visage. Je lui ai demandé, il y a un problème? Elle a souri et répondu, oh non, je me demandais juste quel produit tu utilises pour ta peau, ça ne doit pas être très compliqué, j'imagine. Chris lui a lancé un regard noir, et elle a ajouté, je veux dire, tu es rayonnante. Ta peau est magnifique. Dieu n'a pas béni les blancs avec cette lumière, nous sommes tellement pâles, n'est-ce pas? Et encore une fois, elle a ri pour masquer sa méchanceté. C'était très gênant, mais le père de Chris a sauvé la situation. C'était l'une des personnes les plus gentilles et bienveillantes que j'ai jamais rencontrées. Chris tient beaucoup de lui. Son père m'a tout de suite mise à l'aise et m'a dit qu'il était fier du choix de son fils. C'était un grand voyageur, cultivé, ouvert d'esprit, et surtout, il m'a toujours traité avec respect et dignité. À cause de Margaret, j'ai souvent douté de ma relation. Quand Chris m'a demandé en mariage, ma première question a été « Et ta mère, tu y as pensé ?» Il m'a promis de gérer la situation, et il l'a fait. Il m'a dit qu'il couperait tout contact avec elle si c'était nécessaire pour notre bonheur, et il a tenu parole. Au début, elle pensait que notre relation n'était qu'une passade. Mais quand Chris a annoncé nos fiançailles, elle est devenue pire encore. Elle ne pouvait pas s'y opposer ouvertement, alors elle a essayé de manipuler Chris, disant que nous étions culturellement trop différents, que notre future génération serait perdue, et que sa culture allait se diluer. Elle est même allée jusqu'à essayer de le caser avec la nièce d'une de ses amies, alors qu'elle savait très bien que nous étions fiancés. Malgré tout ça, Chris est resté à mes côtés et nous nous sommes mariés. Son père nous a soutenus du début à la fin, mais Margaret a toujours été remplie de ressentiment. Elle s'est disputée sans arrêt avec son mari parce qu'il nous soutenait. Même à notre mariage, elle a essayé de me voler la vedette et de gâcher la cérémonie. Chris a pris ma défense à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Je l'aime encore plus pour ça. Après notre mariage, Chris a gardé un contact très limité avec Margaret, car je refusais d'être son punching ball. Son père venait nous rendre visite de temps en temps, mais Margaret attendait des invitations qui ne sont jamais venues. Nous n'allions pas chez elle non plus. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, les choses ont changé. Margaret a repris contact avec Chris, suppliant de faire partie de notre vie à nouveau. Elle disait vouloir repartir à zéro et être présente pour son petit-fils. Chris pensait qu'on devait lui donner une chance. J'étais sceptique, mais j'ai décidé de la laisser revenir, pour garder la paix. Franchement, au début, j'ai cru que je m'étais trompé sur elle. Pendant ma grossesse, elle a été étonnamment gentille. Elle m'a envoyé des fleurs, acheté mes snacks préférés, et a même organisé une magnifique baby shower. Elle disait à quel point elle était heureuse que je porte l'héritier de sa famille. Elle faisait tout ce qu'une belle-mère parfaite ferait. J'ai vraiment cru, peut-être, qu'elle avait changé. Mais quand mon fils, Léo, est né, tout a changé. C'est mon petit ange, et il a la peau marron foncé, juste un peu plus claire que la mienne. Cela a tout bouleversé. La première fois que Margaret l'a vu, son visage s'est figé. Elle l'a tenu moins d'une minute avant de le rendre à Chris, en disant « Bon, au moins il a tes yeux ». J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Dans les mois qui ont suivi, le comportement de Margaret a changé. Elle a arrêté de venir. Je pensais qu'elle serait une grand-mère impliquée, mais ses actes ont prouvé le contraire. Le père de Chris est devenu un habitué, il emmenait Léo en promenade et faisait même du babysitting de temps en temps. Quand Chris lui a demandé pourquoi elle était absente, elle a répondu qu'elle ne voulait pas me déranger et préférait me laisser du temps seul avec le bébé. Les rares fois où elle venait, elle ne cessait de parler des souvenirs de Chris bébé, de combien il était pâle, et faisait de petites remarques blessantes. Elle disait que Léo me ressemblait trop,
que notre façon d'éduquer était très différente de la sienne, et espérait que je lui enseignais son patrimoine. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert qu'elle disait des horreurs dans notre dos. Apparemment, elle disait à des proches que le bébé ne ressemblait même pas à quelqu'un de la famille, et qu'elle se sentait sale après l'avoir touché. Elle a aussi confié à la tante de Chris qu'elle craignait que les gens ne traitent mal Léo à cause de son apparence trop ethnique. Chris est entré dans une colère noire en l'apprenant. Il l'a confrontée, et elle a juré qu'elle ne dirait plus jamais ce genre de choses, mais le mal était fait. Avançons d'1 an, le père de Chris est décédé. Margaret était effondrée. Cette fois, elle est venue me présenter ses excuses pour son comportement passé. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus personne qu'elle considérait comme une vraie famille. Je lui ai répondu que je ne déciderais pas pour Chris, c'était à lui de voir, mais en ce qui concernait mon fils, elle n'était pas la bienvenue dans sa vie. Pendant quelques mois, elle est venue régulièrement. Quand elle était là, j'emmenais Léo dans sa chambre ou je l'emmenais en promenade. Peu à peu, ces visites se sont espacées. Elle a dit à Chris que c'était humiliant d'être exclu de la vie de son petit-fils, alors elle préférait rester à l'écart. Chris allait parfois la voir ou l'invitait à déjeuner. Ça me convenait, tant que cela ne perturbait pas ma vie. Tout allait bien, jusqu'à la semaine dernière. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel de la nounou. Une femme qui prétendait être la grand-mère de Léo s'était présentée sans prévenir. J'ai immédiatement lancé un appel vidéo pour confirmer son identité. C'était bien elle. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussée à venir. Elle a dit qu'elle voulait passer du temps avec son petit-fils. Je l'ai laissé rester, mais j'étais très mal à l'aise avec toute cette situation. Je n'ai cessé de les surveiller grâce au babyphone, et rien ne semblait anormal. Au bout d'un moment, Léo s'est endormi, et je suis retourné à mes tâches. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel paniqué de la nounou. Margaret avait rassemblé toutes les affaires de Léo et y avait mis le feu. Je n'arrivais pas à y croire. La nounou m'a dit qu'elle s'était assoupie dans la chambre de Léo après qu'il se soit endormi, puis s'était réveillée en sentant une odeur affreuse et en voyant de la fumée dans le jardin. Quand elle a regardé par la fenêtre, elle a vu Margaret en train de brûler tous les jouets de Léo, ses jeux, et même ses vêtements. Elle a été horrifiée par la scène, a verrouillé la porte et m'a appelé. Elle pensait que Margaret représentait un danger pour Léo. J'ai eu le cœur brisé. J'ai quitté le travail en urgence, tremblant de rage. J'ai dit à la nounou de ne surtout pas laisser Léo seul et de rester là jusqu'à mon arrivée. J'ai immédiatement appelé Chris pour lui expliquer ce qui se passait. Je lui ai demandé de rentrer à la maison aussi vite que possible, puisque son bureau était plus proche que le mien. Quelqu'un a même appelé la police après avoir vu une femme au comportement étrange en train de brûler les affaires d'un enfant. Quand je suis arrivé dans l'allée, j'ai vu de la fumée s'échapper de l'arrière-cour. Pendant que Chris parlait aux policiers, j'ai couru à l'intérieur sans m'arrêter pour aller directement dans la chambre de mon bébé et vérifier qu'il allait bien. Il mangeait des goûters, et la nounou le distrayait pour qu'il ne demande pas ses jouets. Après m'être assuré qu'il était sain et sauf, je suis sorti et j'ai confronté Margaret. La police était là. Chris a insisté pour qu'on en parle en privé après le départ des agents, mais j'ai exigé une explication immédiate de la part de Margaret. Elle s'est mise à sangloter bruyamment. Les policiers lui ont donné un avertissement puis sont partis. J'ai insisté pour qu'il l'arrête pour destruction de biens, mais Chris m'a demandé d'écouter d'abord. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. J'ai filmé les cendres dans le brasero, la fumée, et le visage satisfait de Margaret pendant qu'elle essayait de justifier ses actes. Je savais que je n'allais pas laisser passer ça. Une fois les policiers partis, Chris a hurlé sur Margaret et lui a dit qu'elle n'était plus la bienvenue dans notre maison ni dans nos vies. Il lui a dit qu'il venait de lui éviter la prison, mais qu'elle ne devait rien attendre de plus de sa part. En guise de justification, elle a affirmé qu'elle essayait de purifier la maison. Les jouets et jeux étaient maléfiques et corrompaient l'esprit de Léo. Elle a ajouté que les vêtements qu'il portait étaient vulgaires et trop colorés. Ce n'est pas comme ça que les Blancs s'habillent, a-t-elle dit. Cela a déclenché une violente dispute entre nous. Au milieu de cette querelle, nous avons entendu Léo pleurer bruyamment depuis sa chambre. Nous avons accouru et l'avons trouvé assis par terre, en larmes, inconsolable. Il cherchait ses jouets, et petit à petit, il a compris que toute sa garde-robe avait disparu. Il a commencé à paniquer. C'était très difficile de le calmer. Je veux dire, ce n'est plus un bébé, il a presque 4 ans, et vous pouvez imaginer notre peine à essayer de lui expliquer que toutes ses affaires avaient été brûlées. Chris et moi l'avons emmené faire du shopping pour lui acheter des vêtements essentiels et quelques jouets. J'étais aussi en colère contre Chris parce qu'il refusait de porter plainte contre sa mère. Chris a tenté de s'excuser en son nom. Je lui ai dit qu'une excuse ne suffisait pas, elle devait payer pour tout ce qu'elle avait détruit. J'ai estimé que la valeur totale des biens qu'elle avait brûlés s'élevait à environ 10 000 $, incluant des jouets personnalisés, des vêtements, et même une magnifique couverture faite main offerte à Léo par ma grand-mère décédée. Même si Chris reconnaissait que les actes de Margaret étaient impardonnables, il m'a supplié de ne pas engager de poursuites judiciaires. Il disait qu'elle était veuve, sans revenus, et vivait sur la pension et les économies de son défunt mari. Mais je voulais qu'elle apprenne la leçon. Elle ne ferait plus jamais partie de nos vies,
mais elle devait aussi assumer les conséquences de ses actes. Pensez-vous que ce serait trop sévère de lui faire payer les 10 000 $ de dommages? Brûler les affaires de Léo dépasse toutes les limites imaginables. Ce n'est pas seulement une question de biens matériels, c'est l'impact émotionnel sur notre famille et le sentiment de sécurité dans notre propre maison. Mise à jour 1. J'ai fait en sorte que cette sorcière paie chaque centime de ce qu'elle avait détruit. Comme je l'ai dit dans mon premier message, Chris était contre l'idée de porter plainte contre Margaret. Il a insisté pour qu'on la laisse tranquille cette dernière fois, en promettant de couper définitivement les ponts avec elle. Je lui ai répondu qu'évidemment, elle était bannie de ma maison et de notre vie, mais qu'elle devait aussi payer pour les dégâts. Chris n'a pas aimé ça et a tenté de me convaincre d'abandonner. Il a même proposé de payer lui-même la somme totale pour que je n'ai rien à débourser pour remplacer les affaires de Léo. Je lui ai dit que ça ne changeait rien, entre nous deux, c'était quand même notre argent. Et puis, elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Cela a causé des tensions entre nous. Ça a duré une semaine, et j'ai parfois envisagé de laisser tomber. Mais à chaque fois que mon fils pleurait pour ses vêtements ou ses jouets préférés que Margaret avait brûlés, ma colère revenait en force. Finalement, j'ai contacté un avocat la semaine suivante et envoyé à Margaret une lettre officielle lui réclamant 10 000 $ de dommages. La lettre expliquait clairement que si elle ne payait pas, nous l'emmènerions en justice, où elle pourrait faire face à des accusations criminelles pour destruction de biens. J'avais toutes les preuves nécessaires pour étayer mon dossier. La police pouvait témoigner en ma faveur. Lorsqu'elle a reçu l'avis, elle a paniqué. Elle a appelé Chris en pleurant et en le suppliant de me faire abandonner l'affaire. Il lui a dit que ce n'était plus entre ses mains. Puis elle m'a appelé. Et elle n'a même pas exprimé le moindre remords, pas un mot de regret. Elle a dit, « Tu sais, si ton beau-père était encore en vie, il serait traumatisé de voir comment tu me traites. Il t'aimait et te respectait tellement. C'est comme ça que tu rends sa gentillesse. » J'ai répondu, « J'ai rendu son amour quand il était en vie. Toi, tu ne mérites ni amour ni respect. » Et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me manipuler davantage. Mon avocat lui a donné 1 mois pour payer. Elle a impliqué l'oncle de Chris pour tenter de me faire changer d'avis. Elle a même inventé une histoire selon laquelle un des jouets de Léo aurait pris feu parce que sa batterie aurait explosé, et que c'est comme ça que tout aurait brûlé. Quand ce mensonge n'a pas fonctionné, elle a dit que Léo était accro au jeu et que c'est pour ça qu'elle les avait brûlés, pour le discipliner. Sérieusement, pour qui elle se prend à vouloir discipliner mon enfant? L'oncle de Chris, qui connaît bien le comportement de Margaret, m'a quand même demandé d'abandonner l'affaire pour le bien de la paix familiale. Je suis resté ferme et je n'ai pas cédé. À l'approche du délai, Margaret a commencé à emprunter de l'argent à tout le monde pour payer la dette. Quelques membres de la famille ont contribué, mais ce n'était même pas la moitié de la somme. Quand Chris l'a appris, il s'est senti mal que sa mère doive emprunter pour nous rembourser. Il m'en a voulu, alors je lui ai dit que s'il osait l'aider financièrement, il dormirait sur le canapé indéfiniment. Donc il ne l'a pas fait. Au final, Margaret n'a eu d'autre choix que de vendre un héritage familial pour réunir l'argent. C'était un bijou précieux transmis de génération en génération. Quand j'ai appris cela, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Après ça, elle est devenue ouvertement hostile. Elle raconte à tout le monde que j'ai ruiné sa vie et que je l'ai forcé à se séparer de son précieux héritage. Chris est amer à propos de toute cette histoire. Il pense que j'ai peut-être été trop loin, surtout parce que Margaret est veuve et n'a personne sur qui compter. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Elle savait très bien qu'elle détruisait des choses qui ne lui appartenaient pas. Si elle ne voulait pas payer ou si elle n'en avait pas les moyens, elle n'avait qu'à ne pas les détruire. Pourquoi devrait-elle s'en sortir parce qu'elle est âgée ou veuve? Je reconnais que cela a ébranlé mon mariage, mais à ce stade, Léo est la priorité. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait ou pas, mais au moins j'ai défendu mon fils et moi-même. Je ne l'ai pas laissé nous piétiner. Son comportement n'était pas une erreur, c'était cruel et prémédité. Mise à jour 2. L'année écoulée a été difficile. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Laissez-moi reprendre là où je m'étais arrêté. Pendant des semaines après que tout soit réglé, Chris était distant avec moi. Il était clair qu'il n'était pas satisfait de la façon dont les choses s'étaient terminées, mais il a fini par revenir à la raison. Nous avons eu de longues discussions où je lui ai expliqué exactement ce que je ressentais, que je ne laisserais plus jamais sa mère me manquer de respect ou me manipuler. Il m'a avoué qu'il se sentait partagé. D'un côté, il reconnaissait que le comportement de Margaret était injustifiable. De l'autre, elle restait sa mère, seule après la mort de son père. Je lui ai dit franchement, si tu as tant de peine pour elle, va la voir, mais elle est bannie de cette maison et elle ne verra plus jamais Léo. Et je le pensais. Il m'a promis qu'il ne la laisserait plus approcher Léo, mais il a aussi dit qu'il n'irait pas non plus la voir. Pendant un moment, je l'ai cru. 2 mois après que Margaret ait payé, j'ai découvert que Chris la voyait en secret. Il ne me l'a pas dit directement, je l'ai compris toute seule, car il a commencé à partir tôt le samedi matin, disant qu'il allait faire une promenade ou des courses. Chris n'est pas du matin, donc ce changement soudain de routine a éveillé des soupçons. J'ai laissé passer les premières fois, mais un samedi, ma curiosité a pris le dessus. Après son départ, j'ai préparé Léo et je l'ai suivi.
Et je me suis retrouvé devant l'appartement de Margaret. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'ai attendu qu'il rentre à la maison et je lui ai demandé, « Alors, comment était ta promenade ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Bien. Relaxante. » Relaxante? Quel menteur. Je ne me suis pas énervé tout de suite. Je lui ai dit que je savais qu'il voyait Margaret, et il est devenu pâle. Il a essayé de se justifier en disant qu'il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien, car elle avait des problèmes émotionnels et financiers. Je me suis senti trahi. J'ai craqué et je lui ai demandé, « Tu choisis de réconforter la femme qui a brûlé les affaires de notre fils? Elle aurait pu sérieusement blesser Léo, tu t'en rends compte? Et si la nounou n'avait pas été là et que Margaret avait blessé ton fils ?» Il a essayé de se justifier encore, mais je ne voulais rien entendre. Je lui ai dit, « Si tu veux continuer à voir Margaret, c'est ton choix, mais tu ne ramènes pas cette énergie chez moi. » Ce fut une confrontation violente, pour le dire gentiment. Au final, Chris a accepté d'arrêter de la voir pour le bien de notre mariage, mais les dégâts étaient déjà faits. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression qu'il continuait de la faire passer avant nous. Une semaine plus tard, Margaret a envoyé une lettre adressée à Léo. Elle devait savoir que je ne la laisserais jamais l'approcher, alors elle a trouvé une nouvelle tactique. La lettre était remplie de commentaires passifs-agressifs déguisés en affection. Elle écrivait des choses comme « Grand-mère te manque tellement, mais malheureusement, maman ne veut pas qu'on se voie. J'espère que tu es un bon garçon et que tu te souviens des valeurs que j'ai essayé de t'enseigner, même si maman ne les comprend pas. » Quand j'ai montré la lettre à Chris, il a prétendu que c'était inoffensif. Il a dit « Elle essaie juste de garder un lien. » J'ai déchiré la lettre devant lui et je l'ai jetée à la poubelle avant que Léo ne puisse la voir. Je lui ai dit que si Margaret envoyait une autre lettre, je demanderais une ordonnance restrictive. Comme si la lettre ne suffisait pas, Margaret a décidé d'envenimer les choses en impliquant d'autres membres de la famille de Chris. L'oncle de Chris m'a rappelé. C'est un homme gentil, comme mon beau-père, alors j'ai répondu. Mais dès qu'il a dit qu'il voulait parler de Margaret, j'ai soupiré intérieurement. Quoi à propos d'elle? Ai-je demandé. Il a dit que Margaret était triste de ne plus voir Léo et qu'elle était dévastée d'avoir été coupée de lui. Je sais qu'elle a fait des erreurs, mais tu ne penses pas qu'il est temps de passer à autre chose, pour le bien de la famille? J'ai répondu, avec tout le respect que je vous dois, cela n'a rien à voir avec la famille. Il s'agit de l'incapacité de Margaret à assumer ses actes. Elle a brûlé les affaires de mon fils. Elle l'a traumatisé. Tu penses vraiment que je vais oublier ça juste parce qu'elle est triste? Il a tenté de dire que Margaret avait déjà assez souffert et que la couper ne faisait qu'aggraver les choses. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. À ce stade, ma relation avec Chris était tendue. On ne se disputait pas ouvertement, mais la tension était palpable. Je savais qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, alors j'ai suggéré une thérapie de couple. Au début, il a hésité et a dit « Pourquoi on aurait besoin d'une thérapie? Tout va bien. » J'ai répondu franchement « Non, tout ne va pas bien. On ne peut même pas parler de ta mère sans se disputer. C'est plus que Margaret, c'est la façon dont on gère les conflits, en tant qu'équipe. Si on ne règle pas ça maintenant, ça va empirer. » Il a finalement accepté, et on a commencé à voir un thérapeute. C'était l'une des meilleures décisions qu'on ait prises. Pendant les séances, Chris a admis qu'il se sentait déchiré entre moi et Margaret. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère, mais qu'il avait du mal à couper complètement les ponts avec sa mère maintenant qu'elle était seule. Le thérapeute nous a aidés à travailler sur nos émotions et à établir des limites claires. Chris a accepté de ne plus avoir de contact avec Margaret à moins qu'elle ne montre de vrais remords et qu'elle prenne la responsabilité de ses actes. J'ai accepté d'être ouverte à une réconciliation, mais uniquement dans un avenir lointain, et seulement si Margaret faisait un véritable effort pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ça fait maintenant 3 mois qu'on a commencé la thérapie, et les choses commencent enfin à s'améliorer. Chris n'a ni vu ni parlé à Margaret depuis des mois, et notre relation est plus forte grâce à cela. Quant à Margaret, elle n'a pas tenté de nous contacter depuis la lettre qu'elle a envoyée à Léo. J'ai entendu dire par la famille qu'elle est toujours amère à propos de l'héritage vendu et qu'elle me tient responsable de ses problèmes financiers. Honnêtement, je m'en fiche. La seule chose qui compte pour moi, c'est que mon fils aille bien. Je ne suis pas naïve, je sais que Margaret essaiera probablement de se faufiler de nouveau dans nos vies à un moment donné. Mais pour l'instant, je profite de la paix et je me concentre sur ma famille. Mise à jour 3. Nous sommes en train de divorcer, et je demande la garde exclusive de mon fils à cause de ce que mon mari et ma belle-mère ont essayé de faire. Je pensais qu'on faisait des progrès. J'avais proposé qu'on donne une chance à notre mariage à travers la thérapie. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Tout allait bien jusqu'à il y a 4 mois, quand ma belle-mère a tenté quelque chose de nouveau. Margaret savait quand Chris et moi étions au travail, alors elle a profité de cette occasion pour revenir à la maison un matin après notre départ, pendant que Léo était avec sa nounou. Heureusement, la nounou savait déjà qui elle était et qu'elle n'avait pas le droit d'approcher Léo d'aucune manière. La première chose qu'elle a faite, c'est m'appeler. Je suis rentré immédiatement, et Margaret était à la porte, comme si elle attendait qu'on l'invite à entrer.
Quand elle m'a vu et qu'elle a remarqué l'expression sur mon visage, qui n'était pas celle d'une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, elle a commencé à me parler. Elle m'a dit que je ne pouvais pas continuer à la punir comme une enfant et qu'elle méritait de voir son petit-fils. Après tout, elle avait déjà payé sa punition en devant vendre quelque chose de très précieux pour elle. Mais rembourser ce qu'elle avait brûlé n'était qu'une partie du problème, elle n'était toujours pas autorisée à voir mon fils ou à s'approcher de ma maison. Je lui ai donc dit qu'elle devait partir immédiatement et qu'elle pouvait s'attendre à une ordonnance restrictive très bientôt. Elle a essayé de protester, mais je lui ai répondu que si mes paroles entraient par une oreille et ressortaient par l'autre simplement parce qu'il n'y avait pas grand-chose entre les deux pour les retenir, alors je prendrais des mesures légales. Elle a fini par partir, en disant qu'elle allait en parler à mon mari. Quand Chris est rentré ce soir-là, il n'était au courant de rien, car je ne l'avais pas appelé, et apparemment, sa mère non plus. Je lui ai tout raconté, et il a été surpris. Je lui ai dit que j'allais demander une ordonnance restrictive, et il a protesté. Je lui ai répondu qu'il pouvait protester autant qu'il voulait, mais que j'appellerais l'avocat dès le lendemain matin, qu'il le veuille ou non. Il n'a rien dit. Il y a environ un mois, l'ordonnance a été accordée. Rien de suffisamment grave ne s'était produit avec ma belle-mère pour justifier une ordonnance d'urgence, malheureusement. J'en avais parlé avec Chris pendant nos séances de thérapie et tout semblait normal. Mais peu après l'obtention de l'ordonnance, il a recommencé à sortir seul avec Léo au parc, avec des guillemets. Et je dis bien au parc parce que ce n'est pas ce qu'il faisait réellement. La deuxième fois qu'ils sont sortis, je les ai suivis à nouveau car je soupçonnais où il l'emmenait, et sans surprise, c'était chez sa mère. Je suis sorti de la voiture avant qu'il ne rentre, et je lui ai dit qu'il enfreignait l'ordonnance restrictive en emmenant Léo là-bas, et qu'il me trahissait aussi. J'ai pris des photos de tout le monde, j'ai récupéré mon fils et je suis reparti en voiture. Chris est revenu peu après, mais je lui ai dit de faire ses valises et d'aller dormir ailleurs. Il a pris ses affaires, et je ne sais pas où il est maintenant, mais si je voulais le trouver, je n'aurais qu'à aller chez Margaret. Bref, j'ai demandé le divorce, et mon avocat lui a fait remettre les papiers au travail. Je vais demander la garde exclusive parce que je ne peux pas lui faire confiance pour respecter mon souhait de tenir Léo éloigné de sa mère. J'ai les photos de lui en train d'enfreindre l'ordonnance, donc ce ne sera pas difficile à prouver devant le tribunal, sans parler de tout ce que Margaret a fait, comme brûler les affaires de mon fils. Je reviendrai probablement vous dire comment le divorce se termine. Mise à jour 4. Le divorce est finalisé, et j'ai obtenu la garde exclusive de Léo. Ce qui m'apporte un soulagement que vous ne pouvez pas imaginer, parce que je n'aurais pas pu être en paix si mon fils avait dû aller chez son père, qui aurait probablement laissé sa mère le voir. La même mère qui méprisait à la fois moi et son petit-fils à cause de la couleur de notre peau, et qui aurait pu provoquer une tragédie en mettant le feu aux affaires de mon fils. Maintenant je peux enfin respirer, parce que jusqu'à la décision du juge, j'avais l'impression de retenir mon souffle en permanence. Je pense à déménager, probablement pour me rapprocher de mes parents. Ce serait quelque chose de bénéfique pour nous deux, et ça nous éloignerait de tout ça. J'ai toujours l'ordonnance restrictive contre ma belle-mère, même si elle ne s'est pas révélée très utile jusque-là. Ce n'est encore qu'une idée, et je veux prendre le temps de savourer cette victoire et la paix qu'elle m'a apportée. Mais j'y pense sérieusement, et il est probable que je quitte la ville dans les mois à venir. Voilà donc tout pour l'instant. J'espère juste qu'il n'y aura plus rien à raconter.